Qu'y a-t-il à la une de la presse à travers le monde? Eh bien, on voit cela avec Hélène Frade ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de cette presse, il y a notamment l'inquiétude des Indonésiens qui redoutent de nouveaux raz-de-marée après ce tsunami samedi qui a fait plus de 400 morts et des milliers de blessés. Alors que les habitants tentent de retrouver les disparus et de réparer les dégâts, les autorités leur demandent de s'éloigner des zones côtières de Java et Sumatra frappées par le tsunami. Un appel, on le voit, relayé par le Jakarta Post qui rapporte que l'Anak Krakatoa reste sous très haute surveillance. Ce volcan dont l'éruption aurait provoqué un glissement de terrain à l'origine du tsunami est toujours en éruption, ce qui fait redouter une nouvelle catastrophe, même si les experts indonésiens déclarent ne rien pouvoir prédire de sûr pour le moment, dans la mesure où ils n'ont pas encore pu calculer la stabilité des pentes du volcan pour dire si oui ou non d'autres glissements de terrain sont à prévoir. Le spectre d'une nouvelle catastrophe, Damien, illustré par un dessin également où l'on voit l'Anak Krakatoa en pleine éruption, provoquant un nouveau raz-de-marée dans le détroit de la Sonde entre les îles de Java et Sumatra. En Israël, maintenant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé lundi la tenue d'élections anticipées le 9 avril, 8 mois donc avant la date prévue. L'annonce de ces élections provoque un branle-bas de combat du côté de l'opposition, dont la chef Tzipi Livni appelle les élus du centre-gauche à former un bloc pour mettre en échec Benjamin Netanyahou. Une déclaration à la une du Jérusalem Post qui explique que l'argument brandi par le Premier ministre, l'impossibilité de faire voter une loi sur la conscription des jeunes ultra-orthodoxes juifs, eh bien que cet argument-là n'est en réalité qu'un prétexte et que ce qui est au cœur, en réalité, de ces élections anticipées, ce sont les enquêtes judiciaires qui le visent, lui, et sa tentative pour y échapper, Benjamin Netanyahou étant, on le sait, sous la menace d'inculpation pour corruption dans plusieurs affaires. Viscéralement opposé au Premier ministre israélien, Haaretz annonce que les élections du 9 avril seront décisives, non pas à cause de la situation sécuritaire, des relations avec les États-Unis, du processus de paix, ou du coût de la vie ou de l'effondrement des services publics, non, mais parce qu'il en irait de l'avenir, je cite, de la démocratie libérale en Israël. Allez, en France maintenant, le ministère de l'Environnement répond à cette pétition qui a déjà recueilli plus d'1 700 000 signatures. Ce texte qui demande à l'État de respecter les engagements climatiques. Dans le Parisien, François de Rugy dit être agréablement surpris par le nombre record de signatures, tout en déclarant que ce n'est pas dans un tribunal qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Le ministre de l'Environnement qui lira sans doute avec intérêt le dossier de Libération sur la façon dont les cultivateurs de riz, de maïs et de café sont contraints de modifier leur culture pour faire face à la fois à la hausse des températures et à l'augmentation de la population mondiale. Ou encore cet article du Monde qui rapporte que le Japon annonce la reprise de la pêche commerciale en juillet prochain, pêche commerciale à la baleine, rejoignant ainsi l'Islande et la Norvège qui pratiquent elles aussi ce type de pêche malgré les critiques des défenseurs de l'environnement qui rappellent que certaines espèces de baleines dont la baleine bleue ont été presque totalement décimées, la plupart d'entre elles restant menacées. La pêche commerciale essentiellement pour consommer ces baleines, bien sûr. À noter aussi les critiques du pape François contre la société de consommation. C'était à l'occasion de son traditionnel message de Noël. Dans son message Urbi et Torbi, le souverain pontife a dénoncé hier le consumérisme et appelé à la fraternité entre les hommes et les cultures. Un appel très politique, on l'entend à la une du Figaro. Une philosophie que les habitants de plusieurs villages de l'Allier, c'est dans le centre de la France, mettent en pratique en accueillant à bras ouverts des dizaines de migrants d'Afrique, de Syrie ou d'Iran. L'humanité salue une hospitalité en acte qui revivifie aussi la ruralité. À Ygrande, 780 habitants, le maire explique qu'il y a toujours eu des exilés dans son village. Accueillir des gens qui ne peuvent plus vivre dans leur pays, c'est dans notre ADN, c'est notre devoir. Et c'est celui de la République, je le cite. L'immigration et ses drames, Damien, c'est à lire aussi ce matin du côté du Guardian, qui rapporte qu'une quarantaine de migrants a été secourus hier en mer alors qu'ils tentaient de gagner l'Angleterre. Des clandestins parmi lesquels se trouvaient 2 enfants et dont plusieurs disent venir d'Irak, d'Iran et d'Afghanistan.
Les migrants, c'est la bête noire de Donald Trump. Donald Trump qui a répondu aux appels téléphoniques de jeunes Américains lundi soir depuis la Maison-Blanche. Le président et son épouse, Melania, ont répondu aux questions sur la tournée du Père Noël, comme le veut la tradition. Tradition à la une, on le voit, du journal El Mundo, journal espagnol, qui raconte que Donald Trump a été appelé notamment par une petite fille de 7 ans, à laquelle il a lancé « Tu crois encore au Père Noël à 7 ans ?» Parce qu'à 7 ans, c'est plutôt rare, je le cite, un commentaire pas franchement diplomatique. Mais rassurez-vous, Damien, d'après le Huffington Post, la fillette n'aurait pas scié et aurait gardé malgré tout son sourire et sa bonne humeur. Quant à son père, il a tenu à mettre les points sur les i. J'ai trouvé ça dingue que l'histoire fasse les gros titres. C'est Noël et j'aimerais que la politique reste en dehors de ce moment. La remarque de Donald Trump ne m'a pas agacée. J'aime parler à mes enfants comme à des adultes. Tout va donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Affaire réglée.